hace falta que los presente. La biografía de cada uno de ellos está en el programa de la Noche de las Ideas. Y lo que tenemos, a mi entender, son tres perspectivas diferentes sobre problemas semejantes. Giuliano da Empoli ha trabajado en un libro que es realmente brillante, no solo en su producción literaria, sino en su producción ensayística. Los Ingenieros del Caos ha trabajado los modos en los que se fabrican regímenes políticos, discursividades, emociones que permiten inducir sobre las sociedades movimientos, procesos, etcétera, que son crecientemente antidemocráticos. Cynthia Fleury, que, como he dicho, estudia el resentimiento y sus efectos sobre la democracia, sintetizando una perspectiva que combina el psicoanálisis y la filosofía, aporta elementos sumamente novedosos para entender cómo las emociones están construyendo la esfera pública o destruyendo o deteriorando la esfera pública. Y Philipp Steiner, que entre muchos otros trabajos ha dedicado los últimos tiempos al estudio de lo que él llama la sociedad del matching, la sociedad del contacto de pares, del apareamiento, y el modo en el que el apareamiento generado por la tecnología produce efectos en la subjetividad, en las ideas de justicia, en el orden social y en la gobernanza. Entonces yo quisiera comenzar preguntándole a Cynthia qué supone el resentimiento en relación con la idea de igualdad. En el siguiente sentido, hay resentimiento cuando hay una idea de una igualdad traicionada, de una igualdad a la que se puede acceder y que no sea retirada de algún modo. Entonces creo que antes del resentimiento lo que está operando es la traición o el incumplimiento de una promesa igualitaria de nuestras sociedades. Alors, vous avez raison de dire que le ressentiment se déploie dans une société qui a intériorisé de manière forte la question de l'égalité. Et donc c'est vrai que c'est spécifiquement la passion triste plutôt des démocraties que des dictatures, par exemple. La dictature va développer d'autres types de passions tristes, mais pas nécessairement celle du ressentiment, parce que dans le ressentiment, il faut un fond très fort, intériorisé, de ce que l'on appelle la rivalité mimétique. Une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que le ressentiment n'est pas, et ça je pense que c'est vraiment le point essentiel, le ressentiment n'est pas la traduction politique des injustices sociales. C'est pas vrai. Donc vous pouvez vivre quantité d'injustices sociales, quantité de traumatismes, et pour autant vous ne développerez pas de ressentiment. De la même façon, vous pouvez vivre pas spécifiquement des injustices sociales et développer un fort ressentiment. Donc, si vous voulez, le ressentiment, c'est malgré tout un syndrome de persécution qui se met en place, qu'il y ait ou pas des injustices sociales. Et ça, c'est important de l'entendre. Alors, je ne dis pas du tout ça pour justifier, bien sûr, les injustices socio-économiques et les injustices sociales, mais je dis ça parce qu'on ne peut pas non plus s'illusionner sur le fait que le ressentiment n'est qu'un problème de matérialisme historique et de matérialisation déficitaire. Le ressentiment, c'est d'abord un déficit de symbolisation. Donc ça, il faut le comprendre, parce que imaginons que demain, la démocratie soit la plus parfaite possible, la plus extraordinaire, il pourrait encore y avoir du ressentiment. Donc, pourquoi ? Parce que ça viendrait se loger dans la plus petite différence et le sujet viendrait éventuellement construire, sur fond de rivalité mimétique, un délire, au sens psychanalytique du terme, un délire de persécution, etc. Alors, en revanche, pourquoi il est très très important que les démocraties fassent
tout ce qui est dans leur pouvoir pour corriger les inégalités socio-économiques, parce que sinon ces inégalités socio-économiques sont de fait les alibis merveilleux pour que les sujets décompensent leur ressentiment. Et donc, il est tout à fait important que les États de droit se bagarrent pour produire les facteurs les moins déclenchants de ce ressentiment. Ça, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas que le ressentiment est d'abord un phénomène psychique avant d'être un phénomène historique et matériel. Et politique, disons. Mais je demanderai à Juliano de faire une première ronde de consultation pour introduire le sujet. Perdón, una pequeña ronda de preguntas para introducir los temas, pero luego también me gustaría que haya una conversación a cuatro y no un interrogatorio. ¿Son estos ingenieros del caos, que están tan bien estudiados en tu libro, los que convierten ese déficit de simbolización en un hecho político y construyen un hecho político a partir del resentimiento? Oui, je pense qu'effectivement, bon, après, je serais intéressé d'ailleurs de savoir ce qu'en pense Cynthia Fleury. La formule que j'ai utilisée, moi, est celle pour définir les ingénieurs du chaos, de la colère plus des algorithmes qui produisent le chaos. Donc c'est le terme de colère que je reprends de Peter Sloterdijk, philosophe allemand, qui lui aussi, alors je ne sais pas si sa colère coïncide et dans quelle mesure elle coïncide avec votre ressentiment, j'imagine qu'il y a des points communs. Sloterdijk dit il y a toujours de la colère dans toute société, à toutes les époques, et même effectivement dans la société la plus parfaite qui soit, il y aurait toujours un élément de colère. Il y aura toujours des gens qui sont mécontents, qui sont frustrés, qui ont des raisons d'ailleurs, souvent, de l'être. Évidemment, cette colère monte dans les périodes de crise, et elle a toujours été un matériel premier de la politique, à toutes les époques. Sloterdijk parle de banque de la colère, c'est-à-dire il dit à toutes les époques il y a eu des institutions, des formations, des mouvements qui exploitent la colère et qui la transforment en un programme politique. Donc Sloterdijk parle de l'Église par exemple, et il parle aussi des partis de la gauche en disant ces institutions, ce qu'elles font traditionnellement, c'est de s'adresser aux gens qui sont en colère par rapport à l'état du monde, à l'état de la société, et de leur proposer un marché. Donc, ne dépense pas ta colère directement, tout seul, dans la rue, hein, ou d'une autre façon. Donne-moi ta colère, parce qu'en l'unissant à la colère des autres, on va la transformer en un projet de changement de la société, fort, de révolution, etc. Et Sloterdijk dit ces banques de la colère qui étaient très fortes à certaines époques ont faibli au cours du XXe siècle. Et à la fin du XXe siècle, par exemple, les partis de la gauche en Europe n'étaient plus capables d'agir comme collecteurs de colère, parce qu'ils étaient au gouvernement, parce qu'ils s'étaient plus ou moins rendus aux raisons du marché, parce qu'ils ils ne proposaient plus une transformation sociale. Et donc cette colère, elle est restée à l'état politiquement, disons, inexploité. Hein, elle est restée comme ça, dans l'air, jusqu'au moment où des entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs politiques sont arrivés sur la scène et ont proposé d'autres façons d'exploiter cette colère. Et ces entrepreneurs politiques, que moi j'appelle effectivement les ingénieurs du chaos, ont pu faire une opération traditionnelle qui est donc l'exploitation de la colère, mais avec des instruments nouveaux.
pour rester sur la métaphore des lignes de faille, sur la métaphore géologique, c'est un peu comme si vous étiez passé de l'exploitation d'un puits de pétrole traditionnel au fracking, c'est-à-dire à la possibilité d'aller pêcher à l'intérieur des rochers des poches de colère de façon sélective. Tant que vous étiez dans un monde de médias de masse, hein, vous pouviez évidemment exploiter la colère, mais vous deviez le faire d'une certaine façon avec un message centripète. Il fallait que vous vous adressiez au public le plus grand possible et donc que vous convergiez d'une certaine façon malgré tout vers le centre pour attirer le plus de personnes possibles et créer une majorité. Les nouveaux instruments, et je ne veux pas évidemment envahir le terrain de Philippe, mais c'est un terrain qui est crucial pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe en politique. Les nouveaux médias, Internet, les réseaux sociaux, etc., permettent de puiser la colère de façon différente, comme le fracking. Donc, d'aller prendre des poches hein, aux extrêmes, souvent, et non pas de converger vers le centre pour canaliser cette colère, mais de surexciter les extrêmes. Et la surexcitation des extrêmes va elle-même produire une énergie générée, et finalement, vous allez pouvoir obtenir des résultats électoraux et même parfois arriver au gouvernement, non pas en allant vers le centre, mais en surexcitant et en sommant ces extrêmes. Et ça, c'est évidemment ce mouvement centrifuge, c'est quelque chose qui, à tous les niveaux, va accroître les lignes de faille dont vous parliez, parce qu'elle va s'insérer, ce mouvement, dans toutes les lignes de faille existantes dans nos sociétés, et elle va les exploiter et les élargir. Caemos entonces casi naturalmente en el terreno de Philippe, porque Philippe, que trabaja sobre la sociedad del matching, esta sociedad del encuentro uno a uno, es lo que permite entender el mecanismo que describe Giuliano, el de ir a buscar puntualmente la cólera, la ira, ¿no? La obra de Sloterdijk traducida al español como la ira y el tiempo, si yo no recuerdo mal. La ira, ir a buscar la ira o explotar el resentimiento, y luego vamos a tratar de entender la diferencia entre ira y resentimiento políticamente, pero me gustaría que nos cuentes un poco qué es esta sociedad del matching y también qué ideas de justicia implícitas en los modos de selección y de contacto y en la gobernanza que va uno a uno. Le type de travail que j'ai été amené à faire sur les algorithmes rencontre cette idée de faille qui est au principe de la discussion et de cette organisation, au sens où, grâce à des ingénieurs, non pas du chaos, mais des ingénieurs informaticiens ou mathématiciens appliqués, on met en place des modes d'allocation de certains biens, que je préciserai dans quelques minutes, véritablement nouveaux par rapport à ce qui s'est fait depuis la nuit du temps dans les sociétés humaines, soit par le marché, qui repose sur la capacité d'achat, ou bien sous des formes d'autres de planification, de direction, du point de vue d'un centre savant, omniscient. On a désormais, grâce à ces algorithmes, c'est-à-dire à des capacités, après tout, assez simples, de traitement en masse d'une immense masse d'informations. Ce changement dans la quantité, pour reprendre des formules bien classiques, fait une transformation qualitative considérable sur ce que l'on peut appeler la manière de gouverner les individus, pour reprendre une formule classique de Michel Foucault.
Et cette gouvernance nouvelle des individus passe par deux canaux principalement. Le canal que Zuboff a déjà critiqué très vigoureusement, qui vise en quelque sorte à puiser dans notre intimité, dans nos circulations diverses qui font usage des nouveaux méthodes de communication, moyens de communication, moyens de paiement, etc. Puiser tout un ensemble d'informations grâce auxquelles on va pouvoir vous inciter à faire un certain nombre de choses, ou vous empêcher d'en faire d'autres, de savoir finalement énormément de choses sur vous sans même que vous sachiez que les autres le savent. Donc là, on a une ligne de fracture tout à fait importante, inquiétante en proportion de ce qui est puisé et connu de chacun d'entre nous à l'avantage de firmes publicitaires, de grandes firmes qui gèrent ces réseaux que nous utilisons quotidiennement. Et puis il y a une deuxième forme en quelque sorte de ces algorithmes qui ont un impact déjà, je crois, très important sur notre vie, dont nous ne sommes pas forcément toujours conscients, dans la mesure où c'est encore très diffracté, c'est isolé à certains points de nos vies, au travers de ce que l'on appelle le matching en anglais, l'appariement en français, qui fait que l'accès à certains biens que je vais qualifier de singuliers, dans la mesure où ces biens sont des biens en quelque sorte que vous choisissez pour leur qualité particulière et qui ont la particularité d'une certaine manière de vous choisir ou non en retour. Je veux avoir une rencontre avec telle personne, donc sur un certain site de rencontre, je balaye la photo vers la droite, je choisis. Mais si la personne en face ne fait pas le mouvement symétrique, rien ne se passe. Et donc c'est ces systèmes-là de matching, donc de permettre l'accès à des biens que j'ai qualifiés singuliers, c'est-à-dire des biens qui sont susceptibles de modifier votre vie, de réaiguiller votre vie, parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne, parce que vous allez accéder à un appartement, parce que vous allez accéder à une formation, parce que vous allez accéder à un traitement médical de pointe pour le cancer qui vous ronge, parce que vous allez accéder à une transplantation d'organes sur les organes qui vous rendent la vie impossible, voire qui vous adressent à la mort très prochaine. Ces algorithmes-là ont un effet extrêmement important, à la fois dans la dimension matérielle, mais à l'instar de ce qu'a mentionné Cynthia Fleury, mais sans faire référence nécessairement à la notion de ressentiment, ce sont des mécanismes d'allocation, d'accès aux ressources qui vont avoir un impact, me semble-t-il, extrêmement profond sur l'individu, sur ce qui va faire son identité. J'ai accès à un appartement, j'ai accès à une formation, je rencontre des gens. Pour ceux envers qui ces systèmes marchent bien, c'est un sentiment finalement, je mérite ces choses-là. C'est une forme de montée en puissance de la méritocratie telle que nous la connaissons et avec tous ses défauts. Mais à l'inverse, pour ceux pour qui on ne sweep pas à droite, pour ceux qui n'ont pas d'appartement, pour ceux qui n'ont pas de traitement, pour ceux qui n'ont pas de formation, c'est quelque chose de destructif. C'est une forme de chaos, si l'on veut, interne. Je choisissais, mais personne ne me choisit. En quelque sorte, on a instillé au sein de l'individu cette espèce de poison que Axel Honneth appelle le mépris. Et ce mépris, d'une certaine façon, devient le prix à payer pour ces nouvelles modalités d'accès qui sont, par certains côtés, extraordinairement puissants, favorisant la vie sociale, avec une certaine forme d'ailleurs d'amélioration sociale dans certains cas, mais au prix de ces mépris intériorisés, difficiles à traduire ensuite en mouvement politique, en force de changement et d'amélioration.
Yo veo entonces, un resentimiento del orden de lo simbólico, de lo subjetivo, por tanto de lo individual, una ira dispersa, asociada también con los individuos y con lo desordenado, no con la ira que encuentra un objeto que le es común a todo aquel que la siente, cada uno tiene su fuente de ira, y la singularidad de la que habla Philippe, que también nos devuelve una imagen de sociedades disgregadas, dispersas, de un individualismo exacerbado. Individualismo no como conducta de consumidor, sino como individualización de puntos, como dificultad de agregar conductas, de agregar qué hay en común en la ira, el resentimiento y la singularidad para constituir hechos políticos que no comparten programas. Milei es antinacionalista y Trump es nacionalista, y sin embargo son grandes amigos y tienen una inmensa afinidad ideológica y emocional entre ellos. ¿Qué es lo que hay en común que forma estos procesos que son tan claramente comprensibles como parte de un mismo fenómeno, y que sin embargo desde el punto de vista programático tienen muy poco en común? Alors il y a des liens bien sûr entre la colère, entre le ressentiment, l'envie, mais c'est pas exactement pareil, parce que ce qui va différencier le ressentiment de la colère par exemple, c'est une forme d'enquistement, d'enlisement. Donc le ressentiment, c'est d'abord quelque chose qui se construit sur une durée. C'est pour ça qu'il faut peut-être différencier une pulsion ressentimiste qui traverse les individus comme un invariant qui peut constituer tous les individus, et puis l'enlisement dans le ressentiment qui va petit à petit produire chez l'individu un sentiment victimaire, un sentiment de persécution, et qui va lui permettre de se désubjectiver, de se déresponsabiliser, et très généralement aussi de baisser en empathie pour produire, par exemple, je ne sais pas moi, une conduite violente à destination d'autrui. Donc, si vous voulez, le ressentiment, c'est pas la colère, c'est une émotion que chacun peut connaître et qui est en plus protectrice. Le ressentiment, ce n'est pas que le moment émotionnel, c'est le délire autour de ça. Donc, c'est un des moteurs historiques les pires, parce qu'il va produire l'autorisation par la désubjectivation du sujet de venir permettre à n'importe quel leader de faire, il va permettre, si vous voulez, à n'importe quel leader de venir renforcer le délire de persécution du sujet. Donc c'est extrêmement dangereux. Alors ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est compliqué parce qu'on a là un outil, et ça a été tout à fait bien vu par Philippe Steiner, c'est que les déterminismes ont toujours existé. Et nous sommes les fruits, hélas, des déterminismes socio-économiques, culturels, historiques. C'est un fait, si vous voulez, que la liberté, la possibilité d'une responsabilité du sujet est une chose extrêmement fine. En revanche, l'illusion de cette liberté, l'illusion de pouvoir échapper d'une certaine manière au déterminisme socio-économique, elle était sans doute plus forte auparavant. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez un paradoxe, un discours paradoxal. Les réseaux sociaux, Internet, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont présentées comme une puissance d'ouverture, comme une puissance au contraire de destruction des déterminismes.
Et il s'avère au contraire que c'est plutôt une invisibilisation, c'est plutôt des outils d'invisibilisation du renforcement des déterminismes sociaux, économiques, culturels, etc. Et on voit très bien dans cette question du matching qu'on va invisibiliser encore plus le phénomène de relégation, et ça va commencer d'autant plus tôt, d'autant plus vite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait une médiation technologique encore plus tôt, c'est-à-dire que, si vous voulez, le rendez-vous avec l'autre, le rendez-vous avec la réalité est de plus en plus médié par cet outil technologique. Et si cet outil technologique a des biais de choix dont on n'a pas tout à fait conscience, de fait, vous allez de plus en plus renforcer les phénomènes et les fractures socio-économiques, etc., etc. Et ça, c'est malgré tout très compliqué. Alors, c'est pas irréversible, ça veut dire qu'on pourrait tout à fait designer les algorithmes différemment. Hein, donc, c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est définitif. Sauf que les modèles économiques aujourd'hui qui construisent nos algorithmes sont des modèles économiques qui sont construits et designés de telle sorte que on va plutôt aller vers un système de renforcement des déterminismes socio-économiques, parce que c'est ce qui, je pense, rapporte dans le court terme le plus de profit possible. Mais ça, c'est comment dire, à vous de venir dire au pass comment on échappe d'une certaine manière. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, si vous décidez de vous extraire de ce jeu, mais c'est quasiment impossible. Le coût, si vous voulez, socio-économique, culturel, affectif, de vous extraire du monde technologique, il est impossible à payer. La première population, quelle est la première population mondiale? La première population mondiale, c'est celle des objets connectés. Donc le match est plié, si vous voulez. Nous sommes 8 milliards, ils sont 80 milliards. Donc de toute façon, vous extraire de ce jeu est quasiment impossible. Donc c'est pour ça qu'il est très très important demain que les citoyens se saisissent d'une obligation d'être non pas des ingénieurs du chaos, mais les ingénieurs algorithmiques de leur propre citoyenneté, parce que pour le coup, notre accès à notre citoyenneté aujourd'hui, elle a un coût d'accès beaucoup plus élevé qu'auparavant. Et ce coût élevé, il passe notamment par une médiation technologique qui est très très peu investie par les citoyens. Sin embargo, hacemos énfasis en los puntos individuales, pero lo que vemos es un agregado de conductas públicas, de conductas colectivas y de política. ¿Cómo se pasa de un estado de puntos dispersos a un estado de hechos políticos? Vous savez, en positif, moi j'ai fait pendant une époque, j'avais des responsabilités plutôt politiques et publiques, et j'ai arrêté, et je trouve que le grand avantage d'avoir arrêté de faire de la politique, c'est que je n'ai plus d'obligation d'optimisme. Parce que quand vous avez une responsabilité, forcément, vous analysez ces tendances, et puis vous êtes forcé à la fin quand même de dire oui, mais non. Alors la solution, hein, l'horizon, c'est quand même la lumière qu'on voit au fond, c'est quand même ceci et cela. Et du coup, je ne suis plus tenu à ce type d'approche, et donc je peux être plus librement apocalyptique, et plus sincèrement peut-être apocalyptique. Et vous voyez, moi je pense que ce dont parlait Cynthia Fleury, d'ailleurs ce dont parlait Philippe aussi, à partir du moment où nous avons décidé
de déléguer notre relation au monde, notre relation aux autres, et même notre relation à nous-mêmes, de plusieurs façons, à une interface. Et à partir du moment où cette interface est encore aujourd'hui très primitive dans sa capacité de nous manipuler, par rapport à, et de nous, pas simplement de nous manipuler, mais de nous satisfaire. Voilà, parce que ça passe par ça. Ça passe par le confort, par le narcissisme, par la satisfaction de nos besoins, de nos idées, de nos préjugés, de nos... Bien, cette interface-là, aujourd'hui, elle est encore à un stade assez primitif dans sa capacité de nous satisfaire. Et c'est encore un instrument relativement rudimentaire, cet objet que nous transportons avec nous, mais qui déjà nous jette dans la panique la plus absolue si nous le perdons de vue pendant plus de 30 secondes. Là, je viens de toucher ma poche, parce que je voulais être bien sûr de ne pas l'avoir laissée sur la chaîne. Et cette interface-là, elle va prochainement, rapidement, devenir de plus en plus intelligente, de plus en plus capable donc de nous faire plaisir, hein, de toutes sortes de façons, même tout en générant en même temps des frustrations terribles. Et puis elle va se transformer, elle va entrer en nous progressivement. On ne sait pas exactement sous quelle forme, mais disons cette forme-ci se transformera progressivement en des formes plus invasives, plus naturelles, qui seront à la fin en nous. Face à ça, nous sommes désarmés parce que le combat individuel dont parle Cynthia Fleury, à mon avis, est perdu. C'est-à-dire que moi je ne pense pas que les individus aient la possibilité, face à cette machine gigantesque, de s'équiper, de s'armer, de résister, parce qu'on y tombe tous, d'ailleurs. Hein. J'ai tendance à dire que, évidemment, il y a des bulles, évidemment, mais on pense toujours que c'est plutôt les autres, non? Alors que nous y sommes tous. Et nous sommes tous les fous chacun des autres. On devient de plus en plus fous parce que nous vivons dans des réalités de plus en plus séparées, où nous n'avons plus que le choix de nos opinions, mais le choix de nos propres faits, de la réalité dans laquelle nous vivons. Et donc, je pense que les individus sont forcément mal équipés pour faire face à ça. Et d'ailleurs, ce serait injuste de prétendre, parce qu'en plus, la critique a été faite. Hein. Vous citiez Zuboff. La critique, elle a été faite de tout ça. Mais une fois que la critique est faite, pour que ça génère quelque chose, on a tous plus ou moins compris comment ça marche. Hein. Alors, qui plus, qui moins. Mais, disons, la critique en soi a été faite, mais c'est trop difficile, vous le disiez. Le prix de se dissocier de tout ça est trop élevé. Donc, il faudrait que ce soit un processus politique. Il faudrait qu'il y ait, au niveau politique, une prise de compte de conscience, une volonté de régulation, une tentative de modifier le modèle économique de ces machines. Juste parce qu'au fond, il s'agit de ça. Nous sommes toujours concentrés sur les fake news, des éléments épisodiques, disons, qui ne sont que la pointe de l'iceberg. Mais il s'agirait d'intervenir en profondeur sur le système d'incentifs, et notamment d'incentifs économiques qui sont à la base de cette machine. Pour ça, il faudrait que la politique s'en occupe, mais c'est héroïque aujourd'hui de demander aux politiques de faire ça, parce qu'il n'y a pas une base, il n'y a pas une... Si vous pensez déjà à la difficulté qu'il y a à mobiliser les gens sur un sujet, sur le sujet du changement climatique, qui pourtant est beaucoup plus ancré dans les consciences et dans les... Aujourd'hui,
si vous pensez pouvoir construire du capital politique sur un changement de modèle de la machine publicitaire, des plateformes et sur tout ce que ça implique, bonne chance. Sí, yo diría, y antes de darle la palabra a Felipe, diría que tenemos, entre los muchos problemas que tenemos, uno es del diseño de los espacios políticos y de los instrumentos políticos. Hacemos política en el espacio nacional, pero queremos hacer política sobre formas imperiales. Estas nuevas corporaciones tecnológicas actúan con las lógicas de los imperios y nuestras herramientas son de la política nacional. Hay una desadecuación en la dimensión de la capacidad de acción de aquello que querríamos regular y nuestra capacidad de regularlo. Philippe, nos están diciendo que nos quedan pocos minutos. Oui, je voudrais reprendre la question initiale de ce deuxième tour de discussion sur la question du collectif, qui est évidemment au cœur de toute recherche de sociologues. Et j'aurais peut-être, sans avoir cette obligation politique de l'optimisme, peut-être quelques touches, quelques petites éléments qui éviteront que nous sortions atterrés de cette discussion. Je crois, pour reprendre quand même le thème qui est celui qui m'amène ici de ces systèmes d'information, de capture, de traitement et d'utilisation des informations, je voudrais mentionner le fait que le travail qui est bien connu du politiste américain sur l'effondrement du capital relationnel américain au long du XXe siècle, qui est documenté, qui va tout à fait dans le sens de ce que nous disons et qui est d'une certaine façon une histoire progressive de cette rupture dans laquelle nous nous sentons pris à l'heure actuelle, de ce changement brutal de différents niveaux qui nous assaillent, qui nous accablent, éventuellement qui nous plaît par certains côtés. On a une petite nuance qui est apportée par Robert Putnam, puisque c'est lui dont je parle, pour dire cet effondrement relationnel marqué tout au long du XXe siècle américain a une exception. C'est le fait que les jeunes gens se connectent par l'intermédiaire de ces outils de connexion que nous décrions. Ça ne veut pas dire que pour autant ils vont sortir de ce cadre très noir que nous sommes en train de brosser, mais qui montre que des formes nouvelles de faire collectif peuvent apparaître, avec une nuance qui est apportée d'ailleurs par Putnam pour différencier deux modalités de connexion. Il y a la modalité de connexion que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire ces mondes clos où nous choisissons nos propres opinions, puisque les algorithmes sont faits pour nous renvoyer toujours les choses auxquelles nous adhérons, etc. Donc c'est une forme, disons, de capital relationnel qui va rapprocher des individus déjà proches. Mais il existe une autre forme de capital relationnel qui est mise en place qui peut être mis en place par ce genre de dispositif matériel, qui va connecter des individus qui sont différents les uns des autres. Et à ce titre-là, cela permet peut-être d'enjamber d'une certaine façon ces poches de ressentiment, ces poches de colère que l'on puise et que les ingénieurs du chaos se font fort de développer, qui peuvent justement, ces formes un peu plus plurales dans les relations, faire obstacle d'une certaine façon à ces stratégies d'ingénieurs du chaos. Ensuite, il y a un deuxième point que je voudrais évoquer rapidement, qui est, comment dire, d'une certaine façon, la dimension temporelle de la vie sociale et de la formation d'un collectif. Si l'on reprend à très grande part l'histoire du XIXe siècle,
les sociologues au XIXe siècle, en France, en Angleterre, et ensuite en Allemagne, vont effectivement noter tous un effondrement du faire collectif qui était en gros celui qu'on appelait de la société traditionnelle, aristocratique. Elle met beaucoup plus de temps d'ailleurs que cet effondrement, que ce qui en est dit au XIXe siècle, mais néanmoins, cet effondrement est marqué, il y a une inquiétude très très grande. Le 19e, la fin de siècle en France, la fin du 19e, est un moment marquant, qui est d'ailleurs celui de Nietzsche et de la philosophie du ressentiment qu'il critique, etc. Et si on regarde donc cette histoire, eh bien, l'effondrement des formes économiques et politiques du XVIIIe avance. Il faut attendre la fin du XIXe siècle, plus de 7-8 décennies nécessaires pour commencer à créer les contre-forces sociales de la destruction qui vient d'être faite. Les syndicats ouvriers mettent du temps à arriver. En Angleterre, un petit peu plus tôt qu'ailleurs, un peu plus puissant en Allemagne, de façon un peu particulière, difficile à émerger en France, finalement, avant la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, face aux destructions économiques et sociales, la diminution de la religion qui pouvait, en certains côtés, protéger les travailleurs les plus pauvres, il faut du temps. Et je pense que, si je peux, de manière un peu provocatrice, évoquer le libéralisme, non pas le néolibéralisme, mais le libéralisme le premier libéralisme, qui avait une certaine forme de qualité, qui était faire confiance à la société. La formule que les libéraux français du début du XIXe siècle utilisent, une formule italienne, il monde va de sé. Le monde va de lui-même. Il y a donc à l'intérieur de la société des forces qui vont permettre, d'une certaine manière, un rétablissement des situations dramatiques dans lesquelles nous vivons. Il faut du temps. 2 exemples pour donner un petit peu de chair à cette idée, pour qu'elle ne soit pas simplement une espèce de cautère sur cette jambe de bois très triste que nous pourrions dessiner. C'est le fait que certains des algorithmes dont j'ai parlé ne sont pas des algorithmes marchands, c'est des algorithmes de dons. Grâce à ces algorithmes, on peut envoyer à des équipes chirurgicales le rein dont les structures, les caractéristiques biologiques sont les mieux ajustées au malade, qui lui permettront donc de vivre beaucoup mieux que si on lui adressait un rein de moins bonne qualité biologique par rapport à son propre corps. L'ajustement entre les demandes des étudiants et les universités françaises est de l'ordre de la distribution d'un bien public gratuit. Donc il ne faut pas négliger cette dimension non capitaliste, d'une certaine manière, de certains des algorithmes. Ils peuvent avoir leurs défauts, ils vont modifier en gros la distribution des gagnants et des perdants, mais ils ne sont pas forcément tous plongés dans ce monde capitaliste qui est celui des GAFAM, de la publicité, qui est le modèle général de ce genre de situation. Et puis, si je puis me permettre cette dernière touche d'optimisme, modéré, mais peut-être néanmoins, j'ai eu l'occasion, indépendamment d'un travail des travaux sur les algorithmes, d'étudier le phénomène de la fête. Et la fête, c'est malgré tout une petite touche de vie dans laquelle les gens vont vivre des émotions positives, de la joie. Et pas une joie qui est la joie que va critiquer Pascal dans ses pensées, une joie qui est diffusée parce qu'on veut oublier la tragédie humaine. On la connaît, la tragédie humaine, on la connaît, on la voit dans les journaux, on la vit, mais l'occupation de l'espace public, collectif, le plaisir d'être ensemble, il existe, il est encore là, le sentiment n'en est pas encore complètement perdu, d'où cet petit essai d'optimisme que je me suis permis d'introduire dans la discussion.
Muchas gracias. Es una buena forma de terminar.